23 heures à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Madame, monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de votre édition. Les fidèles musulmans ont célébré dans la nuit d'hier, d'hier à aujourd'hui, mercredi à jeudi, la nuit du destin. Ici à Abidjan, la célébration officielle s'est déroulée comme à l'accoutumée à la grande mosquée de la Riviera Golf. C'était en présence du vice-président de la République, Tiemoko Méliès Koné. Le coronavirus n'épargne personne, vous le savez, le mal sévit à tous les niveaux. Après donc avoir ciblé les 18 ans et plus, le gouvernement ivoirien cible désormais les 12 à 17 ans. Une campagne de vaccination vient d'être lancée à cet effet. Elle a démarré le 25 avril et prendra fin le 4 mai prochain. Et puis en France, Emmanuel Macron reconduit à la tête du pays avec 58,55% des voix. Les Français en ont décidé ainsi à l'issue du vote du dimanche dernier. Mais les oppositions sont plus que jamais déterminées à priver le président de la République de sa majorité parlementaire. Législative française, quels pourront être les scénarios possibles? Nous en parlons également dans ce journal et ce sera avec le dossier proposé par Michel Digri. Mais avant, les fidèles musulmans, je vous le disais tantôt, ont célébré dans la nuit de mercredi à jeudi, la nuit du destin. Ici à Abidjan, la célébration officielle s'est déroulée comme à l'accoutumée à la grande mosquée de la Riviera Golf, en présence du vice-président de la République. Notez que le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, étant absent, et il effectue en ce moment une visite en Terre Sainte à la Mecque. Et donc, dû à cette absence, c'est le vice-président de la République, Tiemoko Méliès Koné, qui a donc présidé cette cérémonie de la nuit du destin à la Riviera Golf. Nous allons tout de suite avec Abdoulaye Koné. Elle vaut à elle seule 1000 mois d'adoration, soit environ 83 années et 4 mois de prière. L'édition 2022 de Laylatul Qadr a réuni comme d'habitude plusieurs personnalités, dont le vice-président de la République, Tiemoko Méliès Koné, dont c'était la première sortie officielle depuis sa nomination et sa prestation de serment le 20 avril dernier. Le discours du juste milieu et son impact dans la consolidation de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire, c'est le thème autour duquel le COSIM a sensibilisé l'ensemble de la Oumma islamique. En Côte d'Ivoire, le discours religieux dans son ensemble a toujours été modéré, depuis la pénétration des différentes religions sur le territoire ivoirien, favorisant ainsi la coexistence pacifique entre les différentes confessions religieuses, aboutissant à la cohésion sociale dans notre pays. En effet, nous pouvons constater que même pendant les différentes crises qu'a connues notre pays, les discours religieux, notamment ceux des autorités musulmanes, ont largement contribué à apaiser les tensions et à éviter le pire pour notre pays. Et aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir de la paix, la stabilité et le développement qu'on connaît notre pays. À bien des égards, le discours du juste milieu se présente aujourd'hui comme une alternative crédible au radicalisme et à l'intégrisme religieux. Qu'au regard de l'actualité, les imams se félicitent par ailleurs de l'atmosphère de calme et de compréhension courtoise dans laquelle vivent les Ivoiriens. C'est le lieu donc d'encourager toutes les populations à entretenir des relations fraternelles pour une cohésion dont elles doivent être les acteurs responsables et de bonne volonté. C'est le sens de notre vivre ensemble dans notre pays. Qu'Allah nous y aide, Inch'Allah. Allahumma amin. Le porte-parole du président de la République, représenté par son vice-président, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Wagondo Diomandé, a justement invité les gardiens de la foi à s'investir davantage dans la quête de la paix pour un développement socio-économique de notre pays. Cette remarquable représentation de Monsieur le Président de la République dénote de l'intérêt
que son Excellence M. Alassane Ouattara a toujours porté aux faits religieux. En l'occurrence, cette nuit qui équivaut à elle seule 1000 mois d'adoration. Ainsi, son Excellence, Monsieur le Vice-président, a bien voulu me demander de me faire l'écho de l'expression de la gratitude de Monsieur le Président de la République à l'endroit des initiateurs de cette autre nuit, nuit de retrouvailles, nuit de convivialité et nuit de partage. Mesdames et messieurs, il n'y aura jamais de moment inapproprié pour souligner l'importance des missions des hommes de Dieu pour le renforcement permanent de la cohésion sociale et de la paix dans notre beau pays. Leurs inlassables efforts de médiation ou d'assouplissement des relations sociales, leurs permanentes prières et intercessions sont en effet indispensables à la stabilité et donc au développement de la Côte d'Ivoire, préoccupation essentielle de son Excellence, Monsieur le Président de la République. L'objectif de cette communication nocturne était d'amener les musulmans et les non-musulmans à intégrer la cohésion sociale, une nuit de haute spiritualité mise à profit pour des prières à la mémoire des défunts guides, les Cheikh Boakari Fofana et Mamadou Traoré. À noter qu'une contribution substantielle du chef de l'État a été rapportée au cours de la cérémonie, une cérémonie marquée par une lecture intégrale du Saint-Coran. Voilà, le vice-président de la République qui présidait donc la célébration officielle de la nuit du destin en l'absence du président de la République, Alassane Ouattara, qui lui effectue en ce moment même une visite en Terre Sainte à la Mecque. Nuit du destin, la cohésion sociale au cœur donc de l'édition 2022, une cérémonie officielle à laquelle prenaient part, aux côtés donc des fidèles musulmans, plusieurs membres du gouvernement, des présidents d'institutions, également des hommes politiques. Quelques-uns se sont justement exprimés au micro de Abdoulaye Koné. Je voudrais d'abord saluer le choix de ce thème qui épouse d'ailleurs l'actualité. Comme vous le savez, il y a quelques mois, le président de la République, donc, sur instruction, a demandé au Premier ministre d'organiser le dialogue politique. Et ce dialogue politique a été un succès et on note aujourd'hui un apaisement. On note donc un rapprochement plus soutenu entre les Ivoiriens. Les murs de méfiance sont en train de se briser. Le plus important, c'est qu'on puisse donc transcender non seulement nos sensibilités politiques, nos régions, nos ethnies, nos religions, pour que le plus grand bénéficiaire, ce soit l'Ivoirien, parce que ce qui nous unit, c'est la Côte d'Ivoire. La question du discours du juste milieu et son impact sur la cohésion sociale nous ramène au bon ton, le ton juste, le déclos de mesures, la fraternité dans l'expression et tout ce que nous pouvons faire qui conduisent donc à renforcer la cohésion. Nous avons été instruits, nous partons renforcer les prières toute la nuit et Inch'Allah, Allah va faire descendre ses bénédictions sur nous, sur nos familles, sur la Côte d'Ivoire, sur ses autorités, sur l'ensemble de nos populations. Le discours religieux est un discours qui porte, qui a une forte résonance. Et comme l'a voulu le COSIM, il faut que ce discours-là soit porté dans un contexte et un environnement qui est pris en compte. Et donc, tout acteur d'une parole aussi forte doit avoir à l'esprit la portée et l'impact de son message et faire en sorte que ce soit un message rassembleur, un message qui parle à tout le monde et qui parle aussi aux gens selon leur niveau de compréhension, de sorte que nous puissions éviter, n'est-ce pas, les actions qui sortent dans le cadre du rassemblement, de la spiritualité et de la paix dans notre pays. Nous avons vécu dans la cohésion jusqu'à présent, mais il faut renforcer cette cohésion-là. Les politiciens ont leur rôle, c'est de présenter des programmes de société. Les imams, les prêtres, les chrétiens, leur rôle, c'est de moraliser la société. Et heureusement que les religieux ivoiriens vraiment prônent la paix, la cohésion. Et c'est ce que les imams ont dit de faire ce soir.
pour que la paix règne toujours en Côte d'Ivoire et la cohésion entre les uns et les autres. Et toujours dans le cadre de la Nuit du Destin, faisons un petit tour à présent à Méagui et à Bendogosso, également à la caserne d'Agban, ici même à Abidjan. Dans les mosquées et autres sites aménagés, les croyants ont imploré la clémence de Dieu dans leur vie. Ils ont également prié pour la paix en Côte d'Ivoire, c'est ce que nous rapportent nos reporters. Atmosphère de spiritualité à la grande mosquée de Méagui. Des fidèles sont venus en masse pour tirer profit de la Nuit du Destin. Une seule nuit, meilleure à 1000 mois d'adoration. À leur côté, les autorités préfectorales pour leur témoigner le soutien du gouvernement, une présence en parfaite corrélation avec le thème de la conférence prononcée par l'imam Ibrahim Sanogo, à savoir la cohésion et le vivre ensemble. À quelques encablures de là, un espace spécialement aménagé pour cette grande nuit d'adoration. Et les musulmans ne se sont pas fait prier pour y prendre part. Même engouement à Nipi 2, sous-préfecture d'Upoyo. Comme les années précédentes, la Nuit du Destin a été commémorée avec dévotion à Méagui. Mosquée de la caserne d'Agban. C'est le site choisi par la communauté musulmane de la Gendarmerie nationale pour la célébration de la Nuit du Destin. Lecture du Coran, invocation, bénédiction et conférences ont meublé cette nuit meilleure que 1000 nuits. Une opportunité pour les guides musulmans de transformer cette nuit de haute portée spirituelle en un moment d'interpellation et de prière. L'imam Abdul Kader a entretenu les fidèles sur l'importance de la religion dans la vie d'un homme. Le général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, a exhorté la communauté musulmane de la gendarmerie nationale à prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Les fidèles musulmans de la grande mosquée de Grand Bassam sont sortis nombreux pour faire des prières et des bénédictions à l'occasion de la Nuit du Destin. À quelques kilomètres de la grande mosquée, le constat est le même. Non loin de cette fondation, les musulmans de la mosquée Fatima Zahara font des prières pour la paix dans le pays. Toujours dans la commune de Grand Bassam, au quartier phare, imams et fidèles prient pour avoir les mérites cette nuit. La Nuit du Destin est célébrée chaque 27 nuits du mois de Ramadan. L'esplanade de la mosquée Tangara de Bendogosso, occupée bien avant 22 heures par les fidèles musulmans, en cette nuit du destin dans la commune de Port-Boué, moment de prière, de bénédiction et de réjouissance pour les fidèles venus communier, mais surtout écouter le grand imam El Hadj Djiré qui a livré un sermon plein de sagesse. Pendant cette nuit, les croyants ont prié et invoqué Allah pour qu'il continue de les guider sur le droit chemin. Comme les années précédentes, les fidèles de Bendogosso ont formulé des bénédictions pour que la paix, la quiétude sociale et la prospérité descendent sur l'humanité toute entière et la Côte d'Ivoire en particulier. Et après la Nuit du Destin, le jeûne musulman se poursuit encore pour quelques jours. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Tene Birahima Ouattara, a participé à un moment de partage avec la communauté musulmane de la Gendarmerie nationale, de l'escadron commando de Koumassi. C'est à l'occasion donc d'une rupture collective. Occasion pour le ministre d'État, ministre de la Défense, d'inviter des forces de défense et de sécurité à la cohésion sociale, également à œuvrer pour la paix et la stabilité du pays. On retrouve Abou Sanogo. Moment de partage et de spiritualité entre le ministre d'État, ministre de la Défense Tene Birahima Ouattara et la Gendarmerie nationale. Renforcer les liens de solidarité et de cohésion en ce mois de Ramadan. C'est le sens de la visite du ministre d'État, ministre de la Défense Tene Birahima Ouattara, à l'escadron commando de Koumassi, à l'occasion de la rupture de jeûne organisée par le commandement supérieur de la Gendarmerie nationale. Monsieur le ministre d'État, au plan spirituel, vous nous montrez que nous devons avoir la crainte de Dieu, que nous devons aimer Dieu, parce que le travail que nous faisons est inspiré par Dieu, celui de défendre les populations, toutes tendances confondues. Le ministre d'État, ministre de la Défense Tene Birahima Ouattara, a exhorté l'ensemble des forces de défense et de sécurité à œuvrer pour la paix, la fraternité et l'entente. Je voudrais, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, remercier nos imams et guides religieux pour les prières et bénédictions. Le mois de Ramadan tire allègrement vers la fin. Il est important pour nous de nous approprier définitivement les actes et vertus saints
qui ont été les nôtres tout au long de cette période de pénitence et de réjouissance spirituelle, à savoir le partage, le pardon et le vivre ensemble. Ces instants de partage et de bénédiction ont rassemblé outre les musulmans de la gendarmerie nationale, ceux des forces de défense et de sécurité, dans une ambiance entretenue par des artistes, notamment Koro Abou et la chantre Alima. Le ministre d'État, ministre de la Défense Ténébré Ouattara, a prié avec ses hommes. Rupture collective également du jeune musulman à la police nationale, moment de partage et de convivialité avec d'autres corps d'armes, notamment la gendarmerie nationale et les forces armées nationales de Côte d'Ivoire. Une initiative saluée par l'invité spécial de cette rencontre qui n'était autre que le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé. On retrouve Abou Sanogo pour cet autre reportage. Salle de fête de l'école de police d'Abidjan. C'est l'heure de la rupture. Moment convivial et de communion fraternelle entre les frères d'armes musulmans. Cette rupture collective a réuni autour de la même table policiers, gendarmes et militaires, avec à leur tête le directeur général de la police nationale, l'administrateur général Youssouf Kouyaté. Selon le président de la communauté musulmane de la police nationale, il s'agit de renforcer les liens de fraternité entre les différents corps. La présente cérémonie de rupture collective des jeunes s'inscrit donc dans cette dynamique de renforcement de la cohésion, de la solidarité, de la fraternité et de l'esprit de corps entre les fonctionnaires de police d'une part et d'autre part avec nos frères d'armes des autres corporations. C'est donc un moment de communion et de partage entre les différentes composantes des forces de défense et de sécurité de notre pays. Invité spécial de ce rendez-vous spirituel, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, qui s'est réjoui de l'esprit de fraternité qui règne entre ces différentes entités de défense et de sécurité. Mes premiers mots seront des mots d'invitation à tous à se joindre à moi pour qu'ensemble nous disions merci à Dieu. Merci à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder cette belle rencontre fraternelle et lui demander de nous accompagner dans notre spiritualité, exaucer toutes nos prières, soulager nos peines, accepter notre jeûne. C'est l'imam Doulé Mohamed, aumônier militaire, qui a dirigé la prière de la rupture à la place d'armes. La communauté musulmane de la police nationale a fait don d'un tableau au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé. On change complètement de sujet à présent. On parle autonomisation des femmes au Sahel. La Banque mondiale, l'UNFPA et ses partenaires se sont entretenus hier mercredi par visioconférence dans le cadre donc du projet SWED. Le projet SWED, c'est l'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel. Sachez-le, il était question donc pour la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté de présenter les défis de la Côte d'Ivoire à cette rencontre par visioconférence. On en parle avec Alil Diomandé et Jean-Marc Djadji. Les experts et les parties prenantes du projet SWED, autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, réunis en visioconférence. Occasion pour les pays intervenants, notamment le Niger et le Mali, de présenter les avancées, les difficultés rencontrées et les stratégies de partenariat pour renforcer l'efficacité du projet SWED. C'est au nom de la Côte d'Ivoire que la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, met en relief les facteurs qui freinent l'autonomisation des femmes dans le Sahel. La pratique traditionnelle néfaste à l'autonomisation des femmes qui constitue le plus grand défi à relever sont l'excision, les violences physiques, l'inégalité basée sur le genre, les mariages précoces ou forcés des enfants, la déscolarisation des filles en milieu scolaire. 754 élèves, soit 23,61%, ont été victimes de violences basées sur le genre. Face à ces problématiques, Miss Belmondo Dogo propose des solutions afin de favoriser l'accès à l'éducation et lutter contre les violences basées sur le genre. Ces facteurs induisent, en termes de réponse, la nécessité d'une action inclusive,
concertée et multisectorielle avec tous les acteurs clés, notamment les partenaires avec les acteurs de l'univers du droit, pour garantir un cadre d'action favorable à l'initiative du Suède. Il s'agit pour les juristes d'évaluer le cadre juridique national, de mobiliser les décideurs pour leur engagement dans les réformes juridiques relatives à l'autonomisation des femmes et des filles. Cette rencontre en ligne se déroule dans le cadre de la 55e session de la Commission sur la population et le développement CDP, initiée par les Nations Unies. Objectif, faire un état des lieux annuel de la santé sexuelle et des droits qui s'y rapportent. Et on poursuit en images avec cette information. Le ministre de la Protection sociale sensibilise l'administration douanière. Adama Kamara a présenté les avantages de la retraite complémentaire par capitalisation, un nouveau régime qui rentre bientôt en vigueur. Les agents des douanes adhèrent pleinement à ce projet qui devra permettre de bonifier la situation sociale des travailleurs dès la cessation donc de leur activité. À présent, les chiffres liés à la COVID-19. 7 nouveaux cas enregistrés par le ministère de la Santé ce 28 avril 2022, 3 guéris et 0 décès. Le coronavirus n'a pas encore dit son dernier mot. Pour échapper donc à son courroux, il faut respecter les gestes barrières et surtout se faire vacciner. Je rappelle que la vaccination est gratuite et volontaire. Et justement, le coronavirus n'a pas encore dit son dernier mot, je vous le disais tout à l'heure, et il n'épargne personne. Le mal sévit à tous les niveaux. Après donc avoir ciblé les 18 ans et plus, le gouvernement ivoirien a décidé de s'attaquer aujourd'hui aux 12 à 17 ans. Une campagne de vaccination est donc lancée. Elle va se tenir du 25 avril au 4 mai prochain. Et ce sont au total 750 000 adolescents que le ministère de la Santé prévoit vacciner lors donc de cette opération. On fait le point avec Sephora Zegui. Depuis le 25 avril dernier, une campagne de vaccination contre la COVID-19 a démarré sur tous les territoires nationaux. La cible, les adolescents de 12 à 17 ans. Au regard de la place qu'occupent les adolescents dans l'épidémiologie de cette pandémie, le gouvernement de Côte d'Ivoire a décidé d'élargir la cible à vacciner aux adolescents âgés de 12 à 17 ans. Cette frange de la population se retrouvant à l'école, le ministère en charge de la Santé conduit une campagne de vaccination nationale contre la COVID-19 en milieu scolaire du 25 avril au 4 mai 2022. Dans la pratique, un formulaire de consentement sera remis à chaque élève pour l'approbation des parents. Puis les équipes vont sillonner les différents sites de vaccination. Pour l'atteinte des adolescents et jeunes en milieu extrascolaire, les stratégies sont information des parents et leaders communautaires, vaccination au cours des rassemblements de masse, dans les zones rurales, vaccination des adolescents et jeunes par les prestataires de santé les plus proches des écoles. À la question « Pourquoi vacciner les enfants de 12 à 17 ans ?» Voici la réponse. Si nous ciblons seulement les 18 ans et plus, qui ne représentent qu'à peu près 50% de la population ou un peu moins, vous voyez qu'en vaccinant toutes ces populations-là, nous n'atteindrons jamais les 70% recommandés par l'OMS pour atteindre l'immunité collective. Du coup, et compte tenu de ce que ceux qui ont 12 ans et plus ne sont pas exclus du champ de contamination, alors il a été décidé de les vacciner. Pour cette phase, 750 000 adolescents sont visés sur un effectif de 5 millions. La vaccination est ouverte à toute la population avec un focus sur les 12-17 ans, les enseignants et autres encadreurs dans le secteur éducation-formation. On évoque à présent le propos carnaval. Bonois vit depuis le dimanche 17 avril dernier au rythme de la 41e édition du propos carnaval, le lancement officiel de cette manifestation qui valorise les us et coutumes du peuple abouré a eu lieu le jeudi 20 avril dernier. C'était à la place Amangwa de Bonois. Pour cette édition, notez que l'accent
est mis sur la cohésion sociale. Nous en reparlons avec Issa Yeo. En France, Emmanuel Macron reconduit à la tête de la France avec 58,55% des voix. Les Français en ont décidé ainsi à l'issue du vote du dimanche dernier, mais les opposants, l'opposition donc, est plus que jamais déterminée à priver le président de la République de France de sa majorité parlementaire. Tous les partis s'organisent donc pour les législatives qui se dérouleront dans moins de 2 mois. Les équilibres du paysage politique français pourraient être remis en question donc à cette occasion. Alors, quels pourraient être les scénarios possibles? On en parle dans ce dossier inter proposé par Michel Digré. Le Conseil constitutionnel a arrêté les résultats définitifs qui sont les suivants. Mercredi 27 avril, le président du Conseil constitutionnel de France proclame les résultats de la présidentielle. M. Emmanuel Macron a obtenu 18 768 639 voix, soit 58,55% des suffrages exprimés. Mme Marine Le Pen a obtenu 13 288 686 voix, soit 41,45% des suffrages exprimés. Laurent Fabius confirme ainsi les résultats provisoires du scrutin du dimanche dernier. Une victoire certes d'Emmanuel Macron, mais la joie est mitigée par un score inédit de l'extrême droite. Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite, à ceux qui ont voté pour Madame Le Pen, dont je sais la déception ce soir. Non, ne sifflez personne. Dès à présent, je ne suis plus le candidat d'un camp, mais le président de toutes et tous. Marine Le Pen ne s'avoue pas vaincue. Elle perd le combat de la présidentielle, mais entend rester dans le jeu pour les batailles législatives. Pour éviter cet accaparement des pouvoirs par quelques-uns, plus que jamais, je poursuivrai mon engagement pour la France et les Français avec l'énergie, la persévérance et l'affection que vous me connaissez. Par conséquent, nous lançons ce soir la grande bataille électorale des législatives. Je mènerai cette bataille aux côtés de Jordan Bardella, avec tous ceux qui ont eu le courage de s'opposer à Emmanuel Macron au second tour, bref, avec tous ceux qui ont la nation chevillée au corps. Union sacrée de l'extrême droite pour les législatives, mythe ou réalité? Au soir de sa déclaration, Le Pen reçoit des piques de la part de Zemmour. Hélas, 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 c'est la 8e fois que la défaite frappe le nom de Le Pen. Je voyais cette défaite venir depuis des années et ce n'est vraiment pas de gaieté de cœur que je l'annonçais. Le camp Le Pen réagit. Quand Éric Zemmour fait des déclarations qui ne sont pas très élégantes le soir du premier tour, ça rend toujours les choses un peu plus compliquées. Mais nous sommes des gens de bonne volonté. Mais voilà, il ne faut pas non plus aller trop loin. Du côté de la France insoumise et du Parti socialiste, les discussions sont engagées pour accorder les violons. L'objectif pour nous, c'était vraiment d'avoir un échange sur le programme et exclusivement sur le programme. Parce que pour nous, c'est un préalable pour pouvoir entamer des discussions sur les autres points de la préparation de ces élections. Nous avons eu une discussion constructive qui nous a permis d'avancer sur un certain nombre de points, permettant de voir et de considérer qu'il n'y avait pas entre nous de points de blocage insurmontables. Alors qu'il sera attaqué de toutes parts, l'enjeu pour le camp présidentiel est de s'assurer une majorité parlementaire. À chaque élection présidentielle, c'est toujours la même chose. Ceux qui n'ont pas été élus ou ceux qui n'ont pas été au deuxième tour expliquent qu'il y a un troisième tour, que les Français vont inverser leur choix au troisième tour en leur donnant une majorité. C'est assez classique. Maintenant, il y aura une campagne pour les élections législatives. Moi, je suis convaincu que les Français donneront au président de la République les moyens d'agir pour les protéger avec une majorité. Brice Teinturier, directeur général délégué de l'Institut de sondage Ipsos, met en garde.
tous les scénarios sont possibles. Donc on va trop vite en besogne en disant il y a une opposition très forte à Emmanuel Macron qui va se traduire au moment des législatives. En réalité, rien n'est joué. Cela dépend beaucoup de ces alliances. La REM peut tout à fait avoir une majorité ou, s'il y a des alliances, notamment à gauche, se trouver confronté soit à une très forte opposition, soit éventuellement à un enjeu de cohabitation. Le premier tour des législatives en France se tiendra le 12 juin prochain. En 2017, le camp présidentiel était arrivé en tête du scrutin avec 361 députés sur 577 sièges. Voilà, rendez-vous donc dans moins de 2 mois pour les législatives en France. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente soirée sur RTI 1.